Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Warin, je suis géomètre expert à Haute-Rive, près de Toulouse. Et je réalise des aménagements en équipe pluridisciplinaire depuis une dizaine d'années maintenant. Vous entendez les cloches qui sont en train de sonner. Et ici, vous êtes à Grazac, en pleine campagne. Et on est en train de créer un lieu de vie. Et les futurs acquéreurs, les futurs habitants pourront profiter de ce cadre. Le but de cet atelier, c'est de vous montrer quels sont les bienfaits, pourquoi il est important de s'ouvrir aux autres professions et d'aménager en équipe pluridisciplinaire. Le projet qui est situé sur la commune de Grazac, qui est une commune de 1000 habitants à peu près, qui est située à environ 25 minutes de Toulouse et qu'on pourrait qualifier de commune rurale. D'un côté en bordure du centre-bourg et de l'autre en bordure de forêt, proche de la vallée de l'Ariège, que notre hydrogéologue nous présentera comment l'Ariège a façonné ce territoire et nous donne aujourd'hui d'excellents points de vue. Du point de vue réglementaire, nous sommes soumis à plusieurs contraintes. Donc c'est un secteur qui est situé en zone 1AU petit b du PLU, donc zone ouverte à l'urbanisation. Nous sommes en présence d'un espace boisé classé qui sera bien entendu préservé et mis en valeur dans le cadre de la composition du projet. Nous avons également un site sensible à l'archéologie qui a été repéré par les services de la DRAC. Donc sera lancé un diagnostic archéologique sur une partie du site. Le caractère extrêmement boisé du site nous amènera à travailler de manière très précise les déboisements, les défrichements. Donc du point de vue réglementaire, un dossier de défrichement sera déposé et on essaiera de se tenir sous le seuil des cas par cas et de défricher le moins possible. Donc chaque défrichement sera étudié très précisément. Mon choix en tant que pilote d'opération a été de constituer très tôt une équipe pluridisciplinaire donc, qui sera constituée d'une paysagiste, Sophie Auchard, d'un architecte, Thierry Rollier, et d'un hydrogéologue, Jean-François Barlier. Dans les aménagements que je pratique, c'est l'équipe, on va dire, de base qui me semble essentielle pour la réussite des projets et surtout assurer une qualité, puisque chacun amène sa compétence. Cela nous permet d'avoir un regard croisé sur les aménagements à réaliser. Pour d'autres professionnels se greffent au projet, type le notaire, type le bureau d'études de sol, qui lui va nous donner l'état exact du sol, et le notaire pour les questions de fiscalité et pour les problèmes juridiques également. Alors, fonctionner en équipe pluridisciplinaire peut être exercé de manière différente. Je sais que beaucoup d'entre vous choisissent d'avoir en interne ces compétences, ce qui amène certainement beaucoup de souplesse. On peut aussi travailler avec des sous-traitants. Une troisième possibilité qui est le partenariat, et c'est ce dernier que j'ai choisi pour plusieurs raisons, parce que le partenariat déjà fonctionne dans les deux sens. Le partenariat nous permet d'avoir des professionnels qui voient autre chose aussi dans leur secteur particulier et peuvent amener sur les opérations d'autres choses. Deuxièmement, il faut aussi voir qu'un partenariat est très riche en échanges, non seulement parce que chacun peut apporter à l'autre des compétences, mais également de nouveaux dossiers. Donc je vois déjà certains d'entre vous en train de sourire sur les pertes d'honoraires liées au partage de ces honoraires sur les opérations. Pour ma part, après 10 ans d'expérience, je considère que la richesse, les échanges qui ont lieu, la convivialité et l'apport d'autres dossiers compensent complètement cette perte d'honoraires. Je prends un dernier exemple en date. Thierry Rollier, notre architecte, avait besoin d'une implantation pour implanter une construction qu'il a réalisée. Il n'oublie jamais de me consulter lorsqu'un terrain a éventuellement beaucoup de pentes. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de confiance qu'il me confie généralement le pilotage du permis d'aménager, préférant se concentrer sur les constructions en elles-mêmes, qui est son cœur de métier. Pour cette opération, donc, je prends le rôle d'urbaniste géomètre expert, maître d'œuvre VRD et environnemental. Mon premier pas sur ce projet a été, suite à la rencontre avec le maître d'ouvrage, de définir avec lui le montage de l'opération.
le montage juridique, le montage d'urbanisme, le montage fiscal qui dépend du type d'habitat qu'on va pouvoir réaliser. Et mon rôle, c'est de réaliser une faisabilité succincte et rapide et d'estimer la faisabilité du projet, faisabilité financière. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un habitat qui intéressera des acquéreurs, parce que sinon il vaut mieux laisser le site en l'état et le préserver plutôt que de réaliser un mauvais aménagement. Justement, pour faire le lien avec le pacte national de relance de la construction durable, notre rôle en tant qu'aménageur du territoire est de trouver le bon équilibre entre la sobriété foncière, le cadre de vie, les qualités des habitats et la préservation de l'environnement, et bien entendu la sobriété foncière qui est plébiscitée depuis quelques années par l'État. Monsieur Sdan, bonjour et tout d'abord merci pour avoir accepté de participer à notre atelier. Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, a édité en novembre 2020 un pacte de relance de la construction durable qui prône notamment la sobriété foncière, la qualité de l'habitat, le cadre de vie et la préservation de l'environnement. En quoi ce projet répond-il ou non à ces critères? Alors ce projet, en fait, tel qu'il nous a été présenté, a été une belle et agréable surprise pour les élus. Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on rencontrait toute une équipe venant, et pour leurs compétences individuelles, avec une maîtrise d'œuvre très organisée, 3 équipes différentes, une partie architecturale, une partie urbanisme, une partie environnement, chose relativement rare, je crois. Alors peut-être que ça va se développer, mais pour une petite commune comme Grazac, c'est bien la première fois qu'on rencontrait une telle équipe qui nous présentait un projet. Et ensuite qui non seulement nous a présenté le projet, mais a été à l'écoute de toutes les remarques qu'on a pu évoquer, puisque ce projet a quand même une quinzaine d'années de réflexion du côté des élus locaux. C'est pas très simple, puisque ce sont des intérêts privés qu'il fallait amener sur la table, puisque tout le foncier, à une exception près, appartenait à des administrés privés de la collectivité, et chacun voulait, ni plus ni moins, que ce sont des anciennes parcelles issues d'exploitation rurale, d'un découpage foncier rural, petit village, donc, qui laisse entendre que bon, nous ne sommes pas non plus sur des grandes parcelles de la Beauce où c'est qu'on aurait pu faire tout d'un seul tenant. C'est bien une accumulation de 7 ou 8 propriétaires qu'il a fallu réunir et essayer de créer quelque chose d'homogène pour ce projet. Voilà, donc c'est un projet qui, pour la collectivité, a une quinzaine d'années, qui a vu passer plusieurs aménageurs potentiels, mais qui n'avaient pas, disons, la volonté d'aboutir et qui, de toute façon, ne ressemblaient en rien au projet qui nous est ici présenté. Concernant l'interpellation et la volonté gouvernementale et du ministre, aujourd'hui, il faut l'intégrer, cette interprétation et cette volonté, dans le développement des communes rurales, des petites communes rurales, puisqu'on n'est que 750 habitants aujourd'hui, et avec les bouleversements qu'il y a eu ces 7 ou 8 dernières années, entre densification initialement évoquée par la gouvernance Sarkozy, puis derrière la loi Duflot qui a encore plus initié cette densification dans le cadre justement de l'abandon de la doctrine départementale de la Haute-Garonne, les fameux 2500 m² obligatoires pour construire, dans des petites communes comme la nôtre où on n'avait pas d'assainissement public partout, l'abandon du COS aussi. Et ça fait beaucoup de bouleversements qui ont créé une certaine forme d'anarchie dans l'urbanisme et dans la densification. Voir arriver un projet comme ça qui, lui, structure, organise et planifie un petit peu sur toute une zone foncière une organisation de l'habitat, ben ça devient un plaisir parce que tout d'un coup, on coupe court à toute anarchie qui commençait à s'installer vraiment dans notre petite commune. Voilà ce que je peux dire de
de ce projet. Bonjour Sophie, Bonjour Bertrand. merci de participer à cet atelier. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter et ensuite nous dire quel est ton rôle dans ce projet, quel sujet, qu'est-ce que tu peux mettre en valeur, quel sujet il te semble important de préserver et pour quel cadre de vie? Alors merci en tout cas tout d'abord pour cette présentation et cette invitation. J'en suis vraiment ravie et ravie aussi de travailler sur ce beau projet. Donc moi je suis Sophie Auchard, donc gérante de la société complémentaire. On est des paysagistes installés à Toulouse depuis 2001. Donc une agence de 5 personnes et on travaille en partenariat avec des équipes pluridisciplinaires comme celle-ci sur des projets similaires dans un vaste territoire, on va dire, occitan. Donc la présence d'un paysagiste dans une équipe pluridisciplinaire n'est pas de fait aujourd'hui, donc c'est encore plus important aujourd'hui de le dire et de le traduire. Le rôle du paysagiste est vraiment prépondérant dans un tel site. Pourquoi une équipe pluridisciplinaire est importante? Justement pour avoir un regard croisé par rapport à un projet. Et je pense que ce regard, on l'a eu par rapport à ce démarrage où on a commencé par faire une visite de site ensemble. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était vraiment, il faisait froid, c'était un peu particulier, mais tellement riche. Tellement riche. Et ça, c'est vraiment le point de départ d'un projet entre guillemets de qualité, parce que chacun alimente au collectif et au projet collectif sa propre vision des choses. Donc le paysagiste concepteur aujourd'hui a trouvé une place importante dans les projets de demain, dans les projets urbains, de par sa reconnaissance récente, notamment par la loi de la préservation de la biodiversité de 2017. Donc on est quand même maintenant reconnus officiellement comme des professionnels d'intérêt public. Et on en est ravis, ça a été quand même un cheminement un peu long pour en arriver là. Donc on participe beaucoup à des projets urbains, paysagers, urbains, environnementaux. Et on a cette chance donc d'apporter la qualité paysage, insertion dans le territoire. On est très dans le sensible, dans le naturel et bien sûr dans un site comme celui-là, on est friand de voir à quel point la nature est présente et la nature apportera un cadre de vie aux habitants de demain, quelque chose de plus, une plus-value, une valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte que tu es garant de cette végétation remarquable? Un peu. on se sent une mission par rapport à tous ces beaux arbres qui sont là. Il y en a un notamment qu'on a repéré en se promenant, au pied duquel on s'est arrêté, donc qui va être un des points d'orgue de la composition. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels après on s'est appuyé pour faire le projet. Donc c'était vraiment ça le rôle, c'était de mettre le doigt sur les éléments à préserver. Sophie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les bienfaits de cette végétation au quotidien pour les êtres vivants, les êtres humains d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que les gens se sentent mieux? Est-ce qu'il y a du bien-être à vivre dans un espace vert? Alors, j'en suis convaincue au niveau de mon ressenti personnel, mais je voudrais reprendre les mots d'un conférencier essayiste français qui s'appelle Idriss Aberkane et qui a notamment développé cette notion dans un film qui s'appelle Régénérescence, un film de 2018, qui moi me paraît vraiment très important de comprendre en fait. Donc il a expliqué que dans les villes, il y a un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est très très haut. Et des lieux de vie en fait doivent essayer absolument de faire baisser ce taux de cortisol pour que les gens et les habitants et les usagers se sentent bien. Et dans un lieu comme celui-là, bien évidemment, le taux de cortisol va être
tout à fait adéquate à la vie humaine et à un cadre de vie parfait, avec à la fois une préservation des ressources de la nature et puis on voit dans quel environnement on se trouve. Donc ce sera un lieu idéal pour avoir le moindre stress possible. Ce lieu ne peut être favorable qu'à ce beau projet. Écoute, je te propose Sophie de ne pas attendre et d'aller de suite directement vers ce sujet. Vers ce Pour que sujet. tu nous le présentes et pourquoi il est si important de le conserver. Donc là, on prend le petit chemin que les gens utilisent de façon spontanée. On voit les traces des usagers. Je ne sais pas, Bertrand, si tu es... Et qu'il est qualifié d'usage, ce chemin, finalement, C'est ça. puisqu'il est emprunté très régulièrement, la preuve. C'est un usage spontané des gens qui habitent autour du site. Et on va bien évidemment le prendre en compte et le conserver dans le cadre du projet parce que c'est un élément indispensable des traces actuelles. Tout à fait. Et ce chemin nous conduit à quelque chose que j'aime beaucoup, donc un sujet arboré qu'on a vu ensemble en se promenant, donc un chêne majestueux, voilà, qui est au bout de ce chemin. Ce chêne en fait est un des éléments remarquables du projet. On va bien évidemment le mettre en valeur, le conserver comme un élément remarquable parce que dans cette forêt de chênaies jeunes, c'est quand même des chênes à la fois pédonculés, des chênes céris, mais qui sont relativement jeunes puisqu'on verra en repartant sont des anciennes parcelles d'agriculture et notamment de vignes. Donc ils ont quand même conservé, je dis ils, les anciens avaient conservé certains éléments et celui-là, il est quand même remarquable. Il a, Quel âge tu peux lui donner? Ouais, je pense qu'il a au moins 100 ans. Un chêne, ça pousse relativement lentement. On voit que les chênes ici sont de petites dimensions. Celui-là, il a à la fois c'est ce que j'appelle un arbre roi, c'est-à-dire qu'il n'a pas été taillé et il a un port naturel tout à fait harmonieux et dans son élément. Alors on peut continuer et repartir dans la partie où on va aménager donc ces fameuses parcelles qui vont être dans la forêt habitée. Ici on est dans la forêt qui s'appelle la forêt Bosque Grand, qui a une partie en EBC, donc en espace boisé classé, et une partie en espace naturel non protégé. Et on voit très bien les anciennes traces de l'homme. L'agriculture et notamment les lignes, les andins qui marquaient les anciennes lignes de vignes. On les voit bien avec la luminosité, là, avec les rayons du soleil. Donc ces anciens andins vont faire partie de la zone qui va être en partie défrichée mais conservée aussi et dans lesquelles les maisons vont s'implanter. L'architecte en parlera beaucoup mieux. Tout à fait. Pour faire des sortes de petites clairières dans la forêt et pouvoir habiter au milieu des arbres. Des arbres. Voilà, ce patrimoine en fait va être quand même préservé parce que c'est vraiment un environnement de toute qualité. Et le maire nous a apporté une réponse voilà, c'est ça, lors de notre présentation du projet et nous a permis d'apporter quelques notions d'histoire et se souvenait venir ici régulièrement quand il était plus jeune et avoir vu ces vignes c'est vrai. En état. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi de se baser. Un projet, c'est de la géographie, de la physique, mais aussi de l'histoire. Et donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. Comment faire participer l'histoire à la projection de demain. Et notre rôle en tant que professionnel de l'aménagement va être d'essayer de communiquer cette histoire aux futurs habitants et de leur donner envie. Tout à fait. De vivre dans ce cadre et surtout de le respecter. Et c'est ça qui est notre challenge. C'est ça. Sur ce site. Alors on va sûrement faire un petit peu de communication. Alors une de nos idées phares, c'est de pouvoir transmettre justement toute cette belle présence géographique et historique du site et de communiquer peut-être là-dessus vis-à-vis des futurs habitants. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, tout à fait. Bertrand. C'est une excellente idée. On pourrait mettre
quelques explications, quelques annotations, carrément Voilà, des directement panneaux sur le site, sur le site, ouais, tout à avec fait. des panneaux explicatifs, ça me semble être une bonne idée. Oui, oui, Sophie, je voulais te poser une question. Alors, on travaille bien sûr, notre objectif est de créer un cadre de vie qui sera primordial, qui sera basé sur le bien-être des futurs habitants. Est-ce que tu peux nous dire quels aménagements tu as prévus sur le site? oui, bien sûr. Donc on a prévu une composition tripartite de ce site avec le respect de 3 milieux très différents mais qui auront chacun une particularité et qui plaira, je pense, aux usagers qui vont se l'approprier. Donc une forêt habitée, donc c'est ce qui se passe derrière nous. Une petite clairière dans la forêt habitée pour mettre sa maison, avoir un espace comme un écrin, enfin voilà, c'est des l'idée, choses. c'est l'idée. C'est l'idée, Vraiment, des choses où l'ombre des arbres devient important. Des gens qui n'aiment pas trop se mettre au soleil par exemple, donc ça pourra plaire pour des personnes âgées. Donc voilà, une première typologie dans cette forêt. Un deuxième lieu, ça serait en rebord du modelé de terrain, donc en belvédère, quelque chose de très ouvert vers la pente. Et sur la vue, surtout, et sur cette vallée de l'Ariège magnifique. Ouais. Donc on peut aussi habiter sur cette partie très ouverte, mais en belvédère sur la plaine. C'est aussi très intéressant. Et puis la troisième partie, donc en bordure de la coulée verte, de la grande coulée verte qui est ce corridor écologique, où son jardin pourrait donner dessus, et puis on aurait un petit portillon dans le fond de son jardin pour aller se promener au milieu et faire une hutte dans les bois. Donc ça pourrait être voilà, ces trois espaces-là. Tout à fait, Sophie. Et d'ailleurs, à ce sujet, en tant que maître d'œuvre VRD et urbaniste du projet, je souhaiterais qu'on intègre les voiries au maximum dans la partie bois habité, justement, type sente ou sentier, et qu'on aménage les clôtures aussi adéquates, le minimum bien sûr, afin que les constructions soient complètement insérées dans cette forêt. Voilà, on va gommer l'idée de trottoir, on va plutôt faire des sentes. Merci Sophie. Super, merci. Vous constaterez la présence de la distance réglementaire qui est représentée par cette mire en bas qui nous permet d'assurer la sécurité et la santé de tous. Alors Thierry Rollier, donc architecte de l'opération, peux-tu commencer par te présenter et nous présenter également le rôle que tu as eu dans ce projet? Alors donc Thierry Rollier, architecte, l'agence AER. On est une petite structure de 4 personnes. Plus les années passent, moins on est spécialisé. Maintenant on intervient un peu sur tout type de projet. La rencontre avec Valoris et avec Bertrand doit dater d'un peu moins de 10 ans. Et plus les années passent, plus on a des passerelles entre nous. Des clients qui sont communs, des interventions partagées sur beaucoup de projets. Ici, on est sur un projet un peu particulier. Je me rappelle quand tu m'as appelé la première fois pour m'en parler, en me disant qu'on était sur un site qui devient un peu rare de nos jours, plein de richesses au niveau paysage, tout en étant très proche du noyau du village. Voilà, effectivement, on a eu une première visite commune avec Sophie, avec toi, sous la pluie. On s'est baladé pendant un bon moment pour découvrir ce site. Suite à ça, on s'aperçoit de plus en plus, mais c'est encore plus vrai, je crois, sur ce dossier, que chacun apporte cette vision, sa vision personnelle d'analyse, de projection, alors chacun pour sa partie, moi c'est plus une projection de bâti, et qu'en fait on converge sur un projet commun qui en fait, et ces visions communes apportent une richesse, je trouve, supplémentaire au projet. Donc moi mon rôle sur ce type de projet, il est à plusieurs échelles, c'est-à-dire que je me positionne complètement différemment que quand je viens intervenir pour des particuliers qui veulent faire une construction individuelle sur une opération. Là, j'essaye de prendre du recul, d'apporter mon analyse. Je pense que les années passant et l'expérience commune fait que
on doit déteindre un peu les uns sur les autres. Voilà, donc il y a une vision avec du recul sur l'ensemble de l'opération, l'impact du bâti sur le paysage, et essayer d'apporter une unité au niveau du bâti sans pour autant que j'ai une intervention réelle sur le trait de construction du bâti. C'est-à-dire essayer par la composition du plan, par la forme géométrique qu'on va donner aux parcelles, essayer d'anticiper un bâti qui sera respectueux du lieu et qui permettra de bien vivre. C'est-à-dire qu'après, il y a une deuxième échelle au niveau de la parcelle où je peux apporter ma vision, par où on rentre, comment on va organiser l'espace de vie sur la parcelle, comment on peut envisager l'orientation de la maison. Et dans ma tête, moi, il y a déjà des espaces de nuit, des espaces de jour, comment on s'approprie le jardin, et sur un cadre comme ici, comment on peut s'approprier le paysage qui est admirable et qu'on a derrière nous en ce moment. Voilà. Et puis le lieu est encore plus riche parce que donc il se décompose en plusieurs espaces différents, avec notamment un espace boisé là qui est magnifique. Et je pense que tous les architectes rêveraient de concevoir une maison dans les bois sur un site comme pareil. Est-ce que Thierry, quand tu composes, est-ce que tu imagines déjà les vues que vont avoir les futurs habitants dans leur salon, dans leur cuisine? C'est quelque chose que tu prends en compte lorsque tu crayonnes tes hypothèses d'implantation? Alors effectivement, ça c'est la vision le plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on a passé un certain nombre d'étapes. Le projet à ce niveau-là commence à prendre forme et on en est donc à l'implantation de la maison sur son propre terrain. Et c'est là où je disais, on commence, enfin dans ma tête, moi je commence à imaginer les espaces de vie, les espaces de nuit, les espaces de jour, les espaces extérieurs, et ça donne, ça amène l'implantation de la maison. Après là, il y a un autre sujet. On est sur un terrain qui a un dénivelé, donc il y a le respect du terrain naturel dans l'adaptation au sol de la maison. C'est-à-dire, voilà, c'est des choses dont on a souvent discuté ensemble. C'est souvent au niveau du règlement qu'on va interdire ou inciter et limiter les terrassements et pour éviter de défigurer l'état actuel. Voilà, qui en plus, je pense, la notion d'impact sur le paysage, elle nous est un peu commune à tous, dans le respect qu'on essaye d'avoir vis-à-vis de ce site. Je rebondis un petit peu sur ta phrase. Le rêve de l'architecte ici serait d'aménager une maison dans le bois. Alors pourquoi plutôt d'intégrer cette maison dans ce végétal plutôt qu'une maison avec une vue? Tu peux nous détailler un peu plus? Alors en fait, c'est un vieux mythe. En fait, il y a eu beaucoup de réalisations d'architectes de grand nom, de maisons dans la forêt, de maisons dans les bois. Alors sans parler de la cabane primitive, il y a ce rapport à la nature où en fait on peut imaginer des maisons où en fait on n'a pas forcément des vues très panoramiques, mais essayer que depuis l'intérieur de la maison on ait des fenêtres sur le bois et que justement l'implantation de la maison soit contrainte par la position des arbres sur le terrain. Voilà. On ne va pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on a essayé de se dire tous les terrains qui seront dans le bois devront intégrer la présence des arbres et essayer de venir se loger. Avant de te donner la parole, je voulais témoigner de formidables histoires professionnelles qu'on vit depuis, comme disait Thierry, une petite dizaine d'années, parce que tu es la personne qui
qui connaît au mieux les sols. Et pour nous, en tant qu'aménageurs, c'est très important parce que la base, c'est de savoir comment va se comporter un sol. Est-il capable de recevoir le projet envisagé? Comment va se comporter le ruissellement des eaux pluviales? Donc à toi, merci de nous dire. Oui, bon, merci Bertrand d'abord de nous accueillir sur ce site qu'on connaît déjà puisque vous pourriez être allé plusieurs fois. Et surtout avec ce ciel bleu, le soleil, on a une chance dans notre midi de pouvoir profiter de cette aubaine. Donc voilà, je suis Jean-François Barlier, je suis donc pédologue de formation, étude des sols. Et j'ai avec mes cheveux blancs une expérience maintenant dans la région toulousaine pour avoir perforé les sols en long, en large et en travers. Si bien que je travaille donc avec Valoris depuis en effet plusieurs années, on se connaît depuis longtemps. Et pour moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, les dossiers deviennent de plus en plus complexes. Et si bien qu'on a besoin en fait de mélanger les compétences. Et c'est toujours un enrichissement, aussi bien pour moi que pour Valoris, je présume. Alors, donc moi je m'occupe essentiellement au niveau de ces dossiers du pluvial. En effet, l'urbanisation entraîne obligatoirement une imperméabilisation de l'espace naturel. Et donc, on va recueillir une quantité d'eau importante qu'il faut pouvoir gérer, donc gérer au mieux. Et donc, la connaissance du sol est importante puisque à partir de cette nature, on aura deux possibilités, en gros, soit de l'infiltration possible ou au contraire de la rétention. Et l'avantage, c'est connaissant bien tous les terrains du secteur, si Valoris m'appelle pour un projet, immédiatement, je peux leur dire, envoyez-moi un plan de situation. Dans le quart d'heure qui suit, je vais leur dire, bon là, c'est tel type de terrain, n'espérez pas faire l'infiltration, il va falloir aller vers tel ou tel autre dispositif. C'est un avantage énorme, c'est que ça évite quand même de faire des études coûteuses qui vont nous dire ce que l'on sait déjà, quoi, hein, donc c'est pas la peine. Ici, par exemple, dans ce site, nous sommes sur la rive gauche de l'Ariège. L'Ariège est une rivière qui coule un peu plus au nord et qui a alluvionné essentiellement sur sa rive gauche en créant des terrasses. Et ici, nous sommes sur la moyenne terrasse, donc, qui est une terrasse donc, caillouteuse mais argileuse, puisque les argiles sont colmaté. Et si bien que de suite, j'ai pu dire, bon, ici, ne comptez pas faire de l'infiltration, c'est impossible. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne ce sol, peut-être dès l'histoire du sol, pourquoi il est constitué ainsi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors je vais essayer de vous faire un petit peu donc, ce qu'on appelle de la géomorphologie, donc expliquer un petit peu le paysage en fonction donc, de l'impact de la rivière Ariège. L'Ariège est une rivière qui coule à peu près à 4-5 km un peu plus au nord et qui, il y a des milliers d'années, en fait, coulait ici, en haut, coulait un peu plus vers le haut. Et elle s'est déplacée, elle s'est déplacée donc du sud vers le nord pour venir buter contre les coteaux molassiques que vous voyez en fond de paysage là-bas. Ce sont les coteaux molassiques du Lauragais. Et cette rivière, donc, au cours des millénaires, s'est déplacée. Et en se déplaçant, elle a donc alluvionné essentiellement sur sa rive gauche, créant des terrasses emboîtées, avec la haute terrasse, la moyenne terrasse et la basse terrasse. Ici, nous sommes donc sur la moyenne terrasse de l'Ariège. Ce sont des formations qui sont au départ graveleuses et recouvertes ensuite par une plaine d'inondation, par des éléments fins. Et si bien que ces éléments fins, avec les milliers d'années, sont descendus, ont colmaté les vides entre les pierres, si bien que nous avons maintenant ici un sol qui est un sol en fait totalement imperméable, parce que colmaté par les argiles qui ont formé donc par endroits ce qu'on appelle du grep, c'est quelque chose donc, qui est très très imperméable. Et en dessous, bien entendu, nous avons le substratum molassique qui lui-même par nature est totalement imperméable. Donc on peut assurer qu'ici, ce n'est pas la peine de vouloir faire de l'infiltration. À la limite, il peut y avoir un puits, mais c'est un puits qui va récupérer des eaux de la nappe perchée et non pas de la nappe phréatique. Donc sans aucune hésitation, je vais dire non, ici, infiltration impossible, il faut aller obligatoirement sur de la rétention.
Les choix qui ont été retenus pour le pluvial de cette opération ont été de réaliser un réseau pluvial aérien qui permet d'éviter d'énormes travaux et qui permet de mieux s'intégrer au site. Monsieur Gastou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'atelier d'aménager durablement en équipe pluridisciplinaire. Je vais vous proposer d'un premier temps de vous présenter. Oui, donc Monsieur Gastou, responsable de programme de la Société Foncière du Sud. Donc société qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Pourquoi avoir choisi une équipe pluridisciplinaire pilotée et quelle satisfaction vous en retirez? Dans un premier temps, un projet d'aménagement incité par la mairie. Donc le site de Grazac est idéalement placé. Il se trouve à 5 minutes d'Haute-Rive et à égale distance de Toulouse et Pamiers. Donc à un peu moins d'une demi-heure du sud de Toulouse. Un projet d'aménagement pour répondre à une demande en logement bien présente. Ce qui était le plus intéressant à faire était de faire des terrains viabilisés à vendre. Des terrains allant de 500 à 1500 mètres carrés avec effectivement le prix des terrains correspondants, qui peut proposer un panel d'offres assez large. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la densité choisie? Est-ce que la maison en bande a été quelque chose sur lequel vous avez travaillé, un sujet sur lequel vous avez travaillé? Je sais que nous, professionnels, en tout cas, on s'est lourdement interrogé, on vous avait proposé éventuellement d'en mettre dans un certain quartier du site. Pourquoi ce choix de rester en maison individuelle? Alors voilà, le choix de rester en maison individuelle par la période qui court, c'est une volonté de proposer donc, aux futurs acquéreurs une habitation avec une possibilité de faire le tour de sa maison, avoir un chez-soi avec un peu de verdure, un terrain aménagé et éviter trop de contraintes, notamment en termes de construction, de la mitoyenneté, qui peuvent être rédhibitoires pour certains. Vous, maître d'ouvrage qui commercialisez des lieux de vie, quels sont aujourd'hui les souhaits des futurs acquéreurs, des acquéreurs en général, et est-ce que le confinement et le télétravail a eu un impact dans votre décision? Alors effectivement, nous on ressent par rapport à la demande globale un souhait donc, de la population de s'excentrer un peu des villes où il y a une densité de population forte. Donc nous avons souhaité effectivement de la maison individuelle avec des jardins allant de 500 mètres carrés, des petits jardins si certains ne sont pas trop jardinés si on peut dire, et des terrains plus grands pour ceux qui effectivement souhaitent réellement se retrouver dans la nature et là-dessus. Donc effectivement il y a un changement je pense de mentalité. Tout à fait, donc ce projet est tout à fait, entre en tout cas dans le cadre du pacte de relance qui est prôné par le gouvernement, en privilégiant une insertion paysagère, en privilégiant du végétal, en privilégiant du terrain, de l'espace et un cadre de vie très naturel. Voilà, effectivement. Merci à Patrick Lefebvre d'avoir accepté notre invitation de participer à notre atelier Aménager durablement. Alors, Monsieur Lefebvre, l'État encourage la sobriété foncière par le biais du zéro artificialisation net. En résumé, c'est en quelque sorte une réduction des zones constructibles. Donc la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les impacts sur les communes rurales que vous représentez? Donc, je suis Patrick Lefebvre, maire de Saint-Julier-sur-Garonne, commune de 557 habitants. Et je suis depuis le mois de juillet le nouveau président de l'AMR 31. La position de l'AMR 31 par rapport à la suppression des zones constructibles dans le rural, c'est tout simplement la perte de nos écoles, c'est la perte de tous nos petits magasins, de nos petits artisans. C'est la perte de recettes, c'est la perte de plein de choses qui font que le rural va mourir s'il n'y a pas de construction dans nos zones rurales. Donc on est conscient qu'il faut réduire les constructions et garder
nos campagnes pour que les agriculteurs puissent vivre, mais il faut quand même penser que zéro construction, c'est la mort de la ruralité. Et la désertification de nos zones rurales, c'est-à-dire que personne ne trouve de docteur, personne ne trouve de dentiste, personne ne trouve de pharmacien. Donc il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Et là, en zone de pandémie où on parle de faire de la vaccination, il faudra que les personnes de 75 ans et ça trouvent un moyen de transport pour ceux qui n'en ont pas. Donc voilà, et je trouve qu'il faut revenir. Le gouvernement a dit qu'il se rapprochait des maires, et dont la devise des maires ruraux, c'est les maires au service des maires. Et c'est pour ça que je fais un appel au gouvernement de travailler avec les maires ruraux. Alors bien sûr, nous sommes tout à fait favorables à ce pacte de relance. Il faut resituer dans quel cadre, pourquoi ce pacte de relance. Donc nous y sommes toujours. Enfin, à l'époque, nous sortions quasiment d'une crise sanitaire sans précédent et qui a révélé un certain nombre d'abord peut-être de lacunes dans la façon de construire, et qui a révélé surtout des difficultés pour certains opérateurs pour à la fois construire, mais également pour d'autres pour habiter. D'où un pacte de relance qui est axé, qui a plusieurs axes. Hein. Le premier, c'est de dire il faut aller plus vite dans les procédures. Les procédures de délivrance de permis de construire, parce qu'il faut construire, parce qu'il y a un besoin criant. Donc il faut dématérialiser les procédures de permis de construire. Donc c'était déjà dans les tuyaux, et c'est l'État qui nous accompagne, donc c'est l'État qui est moteur d'ailleurs, plus que autre chose. Donc c'était dans les tuyaux. Et puis il faut également construire, aller vite, et donc avoir des projets et développer des projets ambitieux dans les collectivités. Et puis un deuxième axe qui donne les modalités finalement. Qui dit qu'il faut une sobriété foncière, qui sanctuarise le zéro artificialisation des sols, donc on reconstruit la ville sur elle-même, qui parle de qualité d'usage, comme si, mais c'est pas nouveau, mais si, et pourtant si, il faut insister dessus, et qui parle aussi de qualité urbaine. Alors ce sont des sujets qui ne sont pas du tout inconnus à la métropole toulousaine, parce que si on réfléchit un peu, c'est beaucoup de méthodes, mais beaucoup de bon sens aussi. Et nous aussi, nous avons analysé la crise sanitaire. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que les gens, les habitants qui étaient coincés dans leur appartement avec leurs enfants, dans des appartements souvent trop exigus, parce que les appartements ne sont pas très grands, est-ce qu'ils ont été heureux? Est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que les appartements étaient bien aérés? Est-ce qu'ils avaient des possibilités de sortir? C'est-à-dire, y avait-il des balcons, des loggias, ou des petites fenêtres, pas beaucoup? Est-ce que les parties communes favorisaient la mixité, les rencontres? Parce qu'on a besoin aussi, quand on sortait, de rencontrer, de croiser. Donc est-ce que les couloirs sont généreux? Est-ce qu'ils sont bien éclairés? Est-ce qu'ils sont bien ventilés? Est-ce que les halls d'entrée des immeubles sont généreux aussi? À mes questions, vous imaginez les réponses. Et puis, lorsqu'ils allaient dans les parties collectives de la résidence, est-ce qu'il y avait des jardins? Est-ce qu'il y avait des jardins avec des arbres? Est-ce que les enfants avaient possibilité de bouger, de jouer? Et Dieu sait s'ils en avaient besoin, puisqu'ils étaient coincés la journée dans leur appartement. Donc, un espace de jeu. Et lorsque on avait le droit de sortir, c'était à 1 kilomètre autour de son domicile, est-ce que là, on trouvait des espaces libres, verdoyants, des arbres? Et quand on se répond à toutes ces questions, on se rend compte que dans certains secteurs, oui, il y avait tout ça, puis dans beaucoup d'autres, il n'y en avait pas. D'où la nécessité vraiment de repenser et d'avoir beaucoup plus d'exigences sur la qualité d'usage des appartements. Alors des appartements où la nature pénètre, pourquoi? Parce que les fenêtres sont généreuses, parce que quelquefois on peut sortir, des espaces communs qui sont un peu plus aérés, et plus ventilés pour ne pas favoriser justement cette propagation des maladies, des espaces libres au sol et des espaces de pleine terre, parce que c'est là qu'il y aura des arbres, et les arbres sont nécessaires
dans la ville, parce que ce sont des poumons qui luttent contre les îlots de chaleur. Tout cela, c'est tellement évident à dire qu'il faut l'écrire, voilà, il faut l'imposer. Donc, et puis dans les quartiers, c'est ce que nous avons fait, puisque Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, a souhaité que dans tous les quartiers, il y ait, dans un rayon donné de toutes les habitations, un espace vert accessible à tous, parce que c'est un besoin. Donc, cette crise nous a aussi fait réfléchir. Alors, il y a des choses qui avaient été faites dès que nous avons été élus, mais nous devons parfaire. Voilà. Donc, qualité d'usage, qualité des appartements, qualité urbaine, des appartements bien pensés, de bons matériaux, de la sobriété, et pas une architecture trop bavarde, parce que ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent pour pas grand-chose. Donc, de la qualité urbaine, une bonne insertion des projets dans leur contexte, de manière à ne pas construire la ville n'importe où, n'importe comment, et puis de la recomposition urbaine. Et pour cela, nous avons beaucoup travaillé le mandat précédent pour construire un projet urbain, c'est-à-dire une vision du territoire à long terme. Nous savons où on peut faire des renouvellements urbains. Pourquoi? Parce qu'il y a des services, des équipements, des commerces, des transports en commun, et où la qualité de vie dans les lotissements, finalement, puisque Toulouse s'est développée au ras du sol, ça a de la qualité aussi, mais par contre, on ne densifiera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tous les équipements que j'évoquais précédemment. Un projet urbain qui définit bien des orientations de recomposition de la ville sur elle-même, et cela, qui a été traduit ensuite dans le document d'urbanisme, qui nous permet de construire le bon projet au bon endroit avec toutes les qualités que j'ai évoquées précédemment. Enfin, chers confrères, pour conclure, ce que je voulais vous dire, vraiment, c'est faites le premier pas, testez, je vous promets, montez votre équipe. Je suis sûr que vous travaillez régulièrement avec des architectes, des paysagistes, des hydrogéologues. Je vous conseille vraiment une chose, invitez ces professionnels avec qui vous travaillez déjà, faites une visite de terrain, de préférence à 11 h, vous verrez pourquoi après. Chaque personne porte un œil différent, ne voit pas la même chose, pourtant c'est le même terrain, on y est ensemble, les conditions sont les mêmes, mais chaque professionnel a une vision très différente, et d'avoir ce regard croisé sur le territoire est d'une richesse incroyable. Faites l'expérience, je suis persuadé que vous ne reviendrez plus en arrière, c'est ce que j'ai fait. Et la plupart du temps, les compositions se terminent autour d'un bon repas, alors quand les conditions le permettent bien sûr, et nous sommes tous en train de rêver à ce que sera les futures constructions, ce projet, 3 ans plus tard, quand la mission sera terminée. Enfin, je voulais aussi vous dire qu'en tant que professionnel d'aménagement, notre rôle c'est de trouver le bon équilibre entre la sobriété foncière, certes, mais aussi être garant du cadre de vie, de la qualité de l'habitat, afin que chaque acquéreur, constructeur, se sente bien et dans un cadre préservé de l'environnement. Merci à tous, à très bientôt. I wish I had the world to give you